Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'indice parisien. Au programme de cette vidéo, les nouvelles qui ont émaillé la séance de vendredi, l'analyse technique en préparation de la séance de lundi, également quelques plans de trade, un backtest, je vous retrouve de l'autre côté. Donc effectivement, 1,59% abandonné. On avait peut-être un petit peu oublié ce qui était la pesanteur sur le CAC 40 et c'est bien du rouge qui figure au menu de la séance de vendredi. Les choses n'avaient pas si mal commencé, mais le CAC 40 a finalement abandonné de plus en plus de terrain pour terminer sur les plus bas de la séance avec un chandelier japonais peu engageant pour la suite puisque, comme vous pouvez le voir, on a clôturé plus bas que l'on a ouvert, on termine sur les plus bas du jour. Généralement, c'est pas très bon signe. Heureusement, nous sommes sur un support mineur, celui des 4694-4717, zone qui pourrait effectivement servir de base de rebond pour les plus optimistes. Ceux qui pensent qu'on est effectivement parti pour rallier les résistances mineures des 4946-4693 à partir de la base actuelle peuvent éventuellement être intéressés par un achat. Il faut savoir que le stop devra être remis généralement en application de la Vulgate en dessous du support mineur. Alors si par exemple vous êtes tenté par ce scénario, l'objectif étant de gagner, allez, on va dire qu'on va prendre un objectif en dessous de la première résistance à 4,89%, il faudrait pas que votre stop soit supérieur à 4,89% pour garantir un ratio gain-risque potentiel d'au moins 1. Si vous le mettez à 4,89, vous avez vraiment de la marge pour descendre jusqu'à 4472. Si vous voulez le mettre en dessous du deuxième support, ici on peut le mettre à 3,38 ou en dessous du premier support, au plus serré c'est du 0,19, donc avec un excellent ratio gain-risque. J'aurais tendance à penser qu'il ne faut pas être trop serré sur ce trade, puisque on peut se permettre vu ce qu'il y a à gagner par rapport à ce qu'il y a à perdre. Mais en tout cas, je vous laisse bien sûr juge de ce que vous pouvez faire. Maintenant, il est clair que ceux qui envisagent plutôt d'engager un scénario baissier, il semble assez, d'une part assez dangereux compte tenu du fait qu'on est sur un support, mais si vous voulez maintenant spéculer à la baisse et que vous visez par exemple le support mineur des 4562, vous avez la possibilité de gagner 2,7% avec un stop loss au maximum à 2,7%, ça vous place à peu près ici, donc vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Bon, c'est vous qui voyez. En tout cas, à titre personnel, je ne fais pas véritablement confiance au support des 4694-4717. Je verrais mieux, effectivement, mais ce n'est qu'un sentiment, ce n'est pas une science exacte, un retour davantage sur les 4562-4570 pour différentes raisons. Tout d'abord, je vais faire le point avec l'épaule, sur l'épaule tête-épaule inversée dont on a beaucoup parlé. Je vous avais expliqué qu'on avait atteint le premier objectif qui était le ralliement de la hauteur de l'épaule. On en a parlé, ça correspond à cette distance-là reportée au-delà du point de cassure, l'objectif a été rallié. Et je vous avais expliqué qu'il existe une deuxième façon de faire, c'est de prendre la hauteur de la tête, mais on a backtesté ça la semaine dernière. On sait que d'une part, c'est rallié beaucoup moins souvent, d'autre part, lorsque c'est rallié, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des oscillations entre-temps. Pourquoi pas ne pas envisager effectivement quelque chose comme ça si on va rallier la hauteur de la tête, mais pour que ce soit valable, il faut que le ratio gain-risque soit intéressant. Si on part du principe faux que vous aurez raison une fois sur deux, puisqu'il n'y a aucune raison, ça peut être plus, ça peut être moins, mais en tout cas en disant que de manière arbitraire vous avez raison une fois sur deux, il faut que la baisse s'accélère un petit peu pour avoir un ratio gain-risque intéressant. Par exemple, si on devait descendre jusqu'à 4662, vous pourriez gagner 4,37% si vous gagnez. Si on prend de manière plus classique les stops, généralement on met les stops soit en cas de réintégration de la ligne de coup, soit au-dessus de la deuxième épaule. Ça vous donnerait, en imaginant ce scénario d'un stop en dessous de la ligne de coup de l'épaule tête-épaule. Voilà, si vous descendez, si vous prenez votre achat à 4641 avec un stop
mettons à 4676 sous la ligne de coût ici, avec un stop donc à 3,6%, vous avez un ratio gain-risque très confortable. Bon, j'ai fait ça à la louche, hein, mais vous voyez surtout le principe, ceux qui visent l'épaule, la tête de l'épaule tété-épaule ne peuvent que se féliciter de ce qui se produit actuellement. Ce qui nous amène donc à deux choses qui militent pour moi dans le sens d'un ralliement des 4562-4570. La première, c'est les retracements de Fibonacci. Si on prend toute la distance qui a été parcourue depuis la chevauchée fantastique débutée le 14 mai, eh bien, première chose, je vais changer les couleurs puisque j'ai la possibilité. On va mettre du noir, on va enlever le remplissage, voilà, c'est plus clair. Et vous savez que les traders affectionnent particulièrement les niveaux de Fibonacci pour entrer de manière un petit peu moutonnière. Si pour l'instant on a bien engagé une correction, il semble, comment dirais-je, plausible que l'on aille chercher les 23,6%. Et si on allait chercher les 23,6%, on serait un petit peu au milieu de nulle part. Je préfère envisager que l'on revienne sur le précédent support à 38,2%. Donc tout ça coïnciderait. Hein. Le niveau des 4567, 4558 est un objectif qui me semble tout à fait plausible pour une continuation de la baisse. Ce qui m'amène également à la fourchette d'Andrews que j'aimerais mentionner avec vous. Alors, la fourchette d'Andrews, c'est un de mes outils préférés en chartisme, vous le savez. Et l'idée, c'est que le scénario serait celui d'un plus haut, un plus bas, un plus haut. Voilà, on prend 3 plus haut et plus bas consécutifs. Et là aussi, je vais configurer parce que sinon, on voit pas grand-chose. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ceci. Voilà. C'est que, vous savez, moi j'en parle dans mon pack tout trado, hein, généralement on va chercher, si la fourchette d'Andrews est activée, la médiane, ok, mais on va plus souvent chercher encore la médiane comprise entre les plus hauts et la médiane elle-même, ok, cette ligne-là. En fait, ça correspond à un quart de toute la fourchette. Et si on allait chercher ça, ça correspondrait également aussi, encore une fois, à cette zone. C'est pour ça qu'elle m'intéresse. Et cerise sur le gâteau, si on prend cette fois-ci une fourchette de chiffres et pas une fourchette d'Andrews, la fourchette de chiffres nous donne pour aliment, évidemment, la médiane aussi. Mais les 50% se retrouveraient à un endroit qui nous intéresse particulièrement. Attendez, là aussi, je vais faire un peu de ménage, sinon on comprend rien avec toutes les couleurs. La fourchette de chiffres nous invite à aller chercher cette zone ici, si on y va, ce qui correspondrait finalement à un ralliement entre-temps des 4562, 4570. Bon, tout ça pour l'instant c'est de la science-fiction, mais ça se trade, hein, donc si vous avez envie de le faire, ben voilà, veillez surtout à votre ratio gain-risque. Nous avons également les éléments purement techniques. Alors, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours qui est ici. Alors, la tendance est toujours haussière. Hein. On est au-dessus de la M20, on est au-dessus de la M7. Hein. Ça veut dire clairement que la tendance de court terme est haussière, la tendance générale est haussière également. On pourrait descendre jusqu'à 4562. La moyenne mobile serait toujours en dessous et ascendante. Hein. Donc, on serait toujours en tendance haussière. Donc, même si on allait chercher ça, il ne faudrait pas s'inquiéter pour la tendance. Ça serait toujours haussière, ce qui m'amène aux bandes de Bollinger. Alors hier j'avais expliqué, on a backtesté avec vous qu'une fois que l'on fait un T1, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2. Ça n'a pas fonctionné ce coup-ci. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? J'en sais rien. Sans doute ça a à voir avec les actualités. Les actualités ont été là, le regain de tension entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis apprécient très mal les nouvelles lois qui conforte la mainmise de la Chine sur Hong Kong et ils l'ont fait savoir, et également la possibilité d'avoir une nouvelle accélération ou une nouvelle étape dans les sanctions commerciales dans les deux sens. Donc c'est ça qui a expliqué les 1,59% de baisse essentiellement. Et nous avons donc le fait qu'on a fait un T1 mais pas de T2. Donc T1 clôture au-dessus de la Bollinger, T2 non, on réintégration. Alors justement j'ai un setup que je vous propose et que dans ce système que j'aborde également dans le pack tout trado, il est probable que l'on aille chercher la M7. Ok, il est possible qu'on aille chercher la M20, mais surtout la M7. Alors voilà le backtest que je vous propose aujourd'hui. L'idée c'est que le backtest sera réputé gagnant si suite à une réintégration des bandes de Bollinger, on va chercher la M7 avant de repasser au-dessus des précédents sommets. Ok, et on va regarder en même temps ce qui se passe au niveau des probabilités pour aller chercher la M20.
Ok, alors c'est parti. Premier exemple ici, T1, pas de T2, réintégration, on est allé chercher la M7 et la M20. Ok, donc j'ai mis deux pouces verts quand ça va chercher la M20, un seul pouce vert quand ça va chercher la M7. Ici, pareil, ça a fonctionné. Ok, on a fait un T1. On a réintégré, on a allé chercher la M7 et la M20. Alors, par contre, je me suis trompé, c'est 2 pouces verts puisqu'on a fait les deux et pas un seul. Voilà. Ici, ça n'a pas fonctionné. On a fait un T1, on a fait un T2, on a réintégré, mais ensuite on est allé plus haut que les précédents sommets, donc on a allé chercher la M7 après, c'est pas valable. Là, ça n'a pas fonctionné non plus. T1, T2, réintégration. On a loupé la M7 de quelques points, mais on est repassé au-dessus avant d'aller chercher la M7, donc c'est pas valable. Ici, c'est pas valable, c'est valable, pardon. T1, T2, T3, réintégration, et puis on a allé chercher la M7 avant de repasser au-dessus des précédents sommets. Là, ça a fonctionné très bien. On a fait T1, T2, T3, on est retour réintégration, M7, M20. Là, ça a fonctionné. On a fait un T1, on a réintégré, on a allé chercher la M7. Là, ça n'a pas fonctionné. On a fait T1, T2, réintégration, et puis on est repassé au-dessus. Bon, bref, je l'ai fait la bagatelle de 30 fois, avec des succès divers, comme vous pouvez le voir. Et je suis arrivé à la statistique absolument hérétique, hein, puisque je vous rappelle qu'on ne peut pas faire de backtest sur uniquement 30 occurrences, hein, donc ça ne vaut rien scientifiquement ce que je vous montre là, c'est simplement pour vous donner les bonnes habitudes pour backtester. Il faut backtester bien plus pour arriver à une conclusion. Bref, toujours est-il que après 30 essais, on arrive à la conclusion que dans 57% des cas, le pari a été réussi, on est allé chercher la M7. Dans 23% des cas, on est même allé chercher la M20. Et dans 43% des cas, on est allé chercher ni la M7 ni la M20, donc échec du test. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites 100 fois le pari qu'on ira chercher la M7, eh bien vous avez raison 57 fois et vous avez tort 43 fois. Est-ce que ça veut dire maintenant qu'il faut que vous pariez, que vous misiez sur un trade baissier pour aller chercher, que sais-je, la M7 ou la M20? Non. Pourquoi? Parce que vous devez encore savoir à quel moment vous allez entrer, à quel moment vous allez prendre vos profits, où vous allez mettre votre stop loss, vérifier que ça fonctionne bien dans votre backtest. Et c'est la différence qu'il y a encore une fois entre le trading et l'analyse technique. Donc tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il est probable que l'on aille chercher la M7. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille trader maintenant, hein. Donc c'est très important de bien comprendre cela. On va terminer avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous enseigne toujours la même chose, hein. Si vous regardez la tendance de fond, elle est neutre, hein, puisqu'on est dans le nuage. Le twist nous invite à aller beaucoup plus haut. On a vu, je vais pas le répéter aujourd'hui, on n'a pas le temps. Par contre, la tendance de très court terme est haussière avec la Tenkan qui monte. La tendance générale donnée par la Kijun est plutôt neutre. Vous voyez, c'est plat comme ça. Donc la tendance de très court terme est haussière, mais c'est tout pour l'Ichimoku. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de l'or, comme d'habitude, l'analyse technique de moyen terme sur les indices, et je vous souhaite une excellente journée et très bon week-end.